Jules Clarécy, Ruines et fantômes, les cimetières parisiens. Tous plus ou moins, nous autres romanciers, nous avons un jour cherché et voulu montrer comment on vit à Paris. Là, cependant, n'est pas le drame. La question suprême, la question poignante est celle-ci. À Paris, comment meurt-on? Le grand secret de toute misère est dans la réponse. La maladie, le suicide, le crime, la faim, le vice, et jusqu'au dévouement, parlent et viennent dire « Voilà comment on meurt ». La mansarde calfeutrée pour l'asphyxie, la rue où le sang coule, l'hôpital où les râles et les agonies fraternisent, les coins cachés où le dénuement, cette autre épidémie, frappe sans pitié, l'éternelle rivière, l'éternelle pauvreté, témoignent dans ce procès funèbre. Quel livre cruel, sombre, poignant, ironique, si jamais on l'écrit, La mort à Paris. L'avenir qui le lira sera effrayé, n'en doutez pas, et se révoltera devant ce mélange atroce de comique qu'il rencontrera dans nos cérémonies suprêmes. Ah, philanthrope qui travaillez pour les vivants, que de fois vous oubliez les morts. Don José de Lara, le satirique espagnol, qui las de protester contre l'injustice, se tira un jour un coup de pistolet au cœur, a écrit que la seule vie de la société moderne est au cimetière, ou plutôt que les cimetières véritables, ce sont les grandes villes où roulent haletants, pressés, les passants, ces flots humains. Pourquoi pas? Oui, si les villes sont mortes, les cimetières sont vivants. Les souvenirs y demeurent. C'est un monde aussi, celui-là, vaste, innombrable et, mais je ne veux point rire, c'est hélas le véritable tout Paris. Il est même si grand qu'il finira par dévorer l'autre. On a beau le chasser, lutter contre lui, il nous combat de ses émanations et de ses atomes, et triomphera en fin de compte si l'on ne remplace un jour l'illumination par la crémation. La mort à Paris avait pris d'abord les environs des églises et conquis jusqu'à l'intérieur, jusqu'aux caveaux qu'elle transformait en charniers. Cette putréfaction emprisonnée dans les murailles de la cité, y semait la peste et la fade odeur des cadavres. À Londres encore, près de Westminster, on marche sur les pierres tombales. On peut voir un de ces cimetières près de l'ancienne abbaye de Montmartre, un cimetière fermé, plein d'herbes et d'oubli, caché par les arbustes et les ronces, inconnu, oublié. Les cimetières intérieurs furent abolis sous Louis XVI. La mort rejetée bien loin et cadenassée dans des lieux d'inhumation, si mal entretenus d'abord qu'il faisait dire à Bernardin de Saint-Pierre « L'ami ne peut plus reconnaître les cendres de son ami dans ces voiries humaines ». Ces lignes étaient écrites avant 1789. Les cimetières bientôt se changèrent en jardins. On opposa les parfums des fleurs aux senteurs des corps en dissolution. Le 21 prairial, en 12, on arrêta que les inhumations ne pourraient être faites que dans des terrains éloignés d'au moins 35 mètres de l'enceinte des villes, et le cimetière du Père-Lachaise, l'aîné des cimetières parisiens, fut établi en 1804. Le Père-Lachaise ou Mont-Louis, c'était loin, c'était la province au temps du Premier Empire. Aujourd'hui, Paris a dévoré le cimetière, l'a englobé, et le jardin des morts est bien près de ressembler au vieux cimetière des innocents. Mais les cimetières parisiens ont fini leur temps. Les morts seront bientôt transportés près de Pontoise, sur les terrains de Méry-sur-Oise et de Saint-Ouen-l'Aumône. Paris a peur et vomit ses dépouilles sur la banlieue. Les pauvres morts, allez si loin. Des enterrements à la vapeur. Il le faut bien, nos campisanti regorgent.
Le père Lachaise descend jusqu'à l'ancien boulevard extérieur et déborderait sur la voie sans la muraille qui l'arrête. Les tombeaux forment comme une lisière au chemin de ronde et de là, les passants peuvent lire les noms. Entre tous celui de 2 bureaux en grosses lettres et déchiffrer les inscriptions tumulaires. Pauvre Thésard Tristante, ces productions de poètes marbriers. Quelle vanité nous allons trouver dans ces inscriptions funéraires. Oh, quel triomphe sottise, ô bêtises humaines. Des vers prétentieux, des titres inutiles, des regrets hyperboliques, douleur gonflée de vent qu'une piqûre d'épingle réduit à néant. Ici gît, dit une pierre, madame, jeune beauté que tout le monde admira. Jeune beauté, qu'en reste-t-il? Mon époux, s'écrie-t-on de ce côté, attends-moi, je te rejoins. Et la veuve de ce mausolée porte déjà le nom d'un autre. Ailleurs, monsieur et madame Cochet, monsieur, madame. On connaît cette épitaphe célèbre. Très haute, très excellente, très puissante, princesse, 3 étoiles, morte âgée de 7 jours. Et cet autre qui donne la note exacte de tout un état social, sa veuve infortunée continue son commerce rue Saint-Denis numéro tant. Bref, comme ils comprenaient mieux que nous, les anciens, la pénétrante poésie de la mort. Avec quel charme attendri ils savaient exprimer leur douleur, l'atténuer pour ainsi dire en l'idéalisant, ou la fixer à jamais par une de ces épigrammes d'une éternelle et touchante simplicité. L'anthologie est remplie de ces épitaphes où le génie grec, qu'on dirait froidement impassible, laisse venir une larme pure à ses yeux calmes. Rien n'est plus parfait, d'un sentiment plus délicat. Je suis, dit une épigramme de Parménion, le tombeau de la jeune Hélène, et comme un frère l'a précédé, je reçois de sa mère un double tribut de larmes. Des prétendants, la douleur est la même. Tous pleurent également celle qui n'était encore à aucun d'eux. Celle-ci est de Simonide. La vieille Nico dépose des couronnes sur la tombe de la jeune Mélète. Pluton, est-ce là de la justice? Ce tertre, dit une autre, c'est d'une tombe. Retiens donc tes bœufs, le laboureur, et retire le soc, car tu remues de la cendre humaine. Sur une toile poussière, ne sème pas de blé, verse des larmes. Quelle mélancolie dans les épigrammes qui suivent. Je suis mort et je t'attends. Toi aussi à ton tour, tu en attendras un autre. Après avoir peu mangé, peu bu, beaucoup souffert, me voilà tardivement, mais enfin, me voilà au tombeau. N'est-ce pas là l'épitaphe éternelle de tous les pauvres gens? L'homme était petit de taille et l'épitaphe ne sera pas plus grande. Théris, fils d'Aristocos, crétois, gît ici. C'est bien long. Ô terre, la mère de tous, dit Méléagre, sois légère à Eusigène, à celui qui n'était pas un fardeau pour toi. Depuis les Grecs, le parfum s'est envolé. Nous n'avons plus cette légèreté de main, cette fraîcheur d'idées. Et pourtant nos épitaphes ont parfois, lorsqu'elles sont simples, le sentiment des inscriptions des catacombes. Casta, dit à Rome une épitaphe de jeune chrétienne, et toute une vie est là, dans un mot. J'ai lu au coin d'un cimetière de Paris un nom Louise, et rien de plus. Et l'épigramme, cette fois, vaut toute celle de l'anthologie. Parfois, j'ai rencontré encore des initiales et point de nom. LVMV. C'en est assez. On regarde, on songe.
Une très belle et très éloquente épitaphe est celle ici, au cimetière Montmartre. X, Polonais mort pour la liberté italienne, au service de la France. Mais cette simplicité est rare, et l'orgueil humain va se nicher jusque sous le lierre des tombeaux. Chaque cimetière a sa physionomie distincte, et si le Père Lachaise représente, dirait-on, l'aristocratie, et Montparnasse la démocratie souffrante, le cimetière Montmartre est quelque chose comme un cimetière moyen et de tiers état. Les convois, pour y parvenir, suivent le boulevard extérieur, passent devant la Reine Blanche. C'est l'antithèse. La vue du bal où l'on s'agite sert de préface au coin de terre où l'on se repose. Des couronnes jaunes, des boutiques de marbriers, des rez-de-chaussée où l'on vend des plâtres pour tombeaux, enfants endormis, anges en prière, frisés, bouffis, que l'eau va détremper et verdir. On approche, une avenue d'abord où stationnent les fiacres qui ont suivi la bière et qui attendent les parents et les amis. Avenue funèbre d'aspect et peuplée de gamins pourtant qui vont courant, criant, riant, jouant, avec des paquets immortels. Puis la grille, la porte d'entrée, le logis du gardien et la longue allée qui conduit aux tombes. Ce qu'on aperçoit tout d'abord, c'est la grande croix de pierre au centre du carrefour où viennent s'amonceler les couronnes qui ne peuvent plus se flétrir sur un tombeau. La croix à tout le monde, comme on l'appelle, hécatombe, fausse commune des souvenirs. C'est là que vont prier les pauvres. Les misérables ne gardent pas longtemps leur tombe. La croix de bois qui marquait l'endroit où l'on avait couché le mort est arrachée après 5 ans, pourrie par la pluie, et va finir avec ses inscriptions effacées dans le foyer de quelques gardiens. Où la retrouver jamais, la trace de celui qu'on a perdu. Cette glaise à tout prix. Tout a disparu, tout est fini. Côte à côte, des générations se dissolvent ainsi, rentrent dans la matière et, morceaux d'argile, rapportent à la masse immense leurs molécules indestructibles. Mais il faut à l'homme je ne sais quel souvenir palpable qui représente comme le fantôme de ceux qui ne sont plus. Il faut que les vivants aient avec les morts un lieu de rendez-vous où, sûrs de les rencontrer, ils conversent avec eux par-delà l'infini. Ils leur parlent, ils les consolent, ils les embrassent de leurs sanglots. Chère superstition, consolation suprême, qu'on retrouve presque partout, également fortes et touchantes. Nous en agissons tous, plus ou moins, avec nos morts, comme les anciens Tonkinois avec les leurs. Après minuit, dit un vieux géographe, lorsque la nouvelle année commençait, les Tonkinois ouvraient leurs portes toutes grandes, sans quoi ils auraient cru insulter les morts qui, affirment-ils, retournent en ce temps-là dans les maisons. On prépare des lits à ces visiteurs d'outre-tombe et l'on couvre le plancher d'une belle natte de jonc. Puis on allume des flambeaux pour eux, on pousse des cris de joie, on brûle des pastilles, on interroge les chers hôtes, on leur conte ce qui est arrivé d'heureux à ceux qu'ils ont quittés. Et pendant les 3 jours qui suivent, on laisse, sans la nettoyer, la maison entière, de peur d'élever de la poussière dans un lieu où les morts font leur séjour. Nous autres, nous n'attendons pas que les morts viennent à nous, nous allons à eux. Leur fête est à eux seuls. Plus est affirmé notre scepticisme en toutes choses, plus est profond le culte de nos morts. Ils ont leurs fleurs, leurs jardins, leurs parures, et l'on porte à la croix commune les souvenirs que l'on ne peut donner à la tombe effacée. Elles sont nombreuses, les couronnes, elles sont pressées, entassées autour de la grande croix de pierre. Association de douleurs qui se coudoient, promiscuité de regrets et de larmes, hôtel immense où tour à tour les souffrants et les humbles
viennent déposer une offrande à cette fédération de la mort. La plus belle des tombes, la plus simple et la plus poignante, est à gauche, à l'entrée du cimetière Montmartre. Une statue de bronze couchée sur un tombeau de pierre. Ici dorment les deux Cavaignac et leur sœur. Et sur ce monument, on peut lire encore « À la mémoire de Jean-Baptiste Cavaignac, député à la Convention, mort en exil à Bruxelles le 24 mars 1829 à l'âge de 68 ans. Ceux qui sont fatigués se reposent. » Rude à sculpter de sa main d'artiste la maigre et saisissante figure de Godefroy Cavaignac. Il est couché, de son long étendu dans le linceul, paupières closes et bouche muette. Il a combattu le bon combat. La journée finie, la lassitude l'a courbé, le froid glacial est venu. Le lutteur sommeille. Le roi de plis du suaire dessine en se collant à lui ce corps miné et fatigué. Les bras courageux sortent comme prêts à s'animer, à ressaisir avec la fièvre d'autrefois cette plume ou cette épée, arme chérie de cette main vaillante. S'il allait se lever, si cette apparition se dressait soudain, il dort. Les cheveux, mouillés par la sueur dernière, baisent ce front d'un modelé puissant, intelligent et fier. La mort a scellé les lèvres, les joues sont caves, les orbites creuses. La barbe court sur le menton osseux, le cou sinueux est immobile. Elle ne le respire plus, cette poitrine nue. Le soldat est tombé au champ d'honneur. Dans les creux formés par les replis du vêtement de bronze, l'eau du ciel maintenant demeure et les libres oiseaux viennent y boire, joyeux, chantant et battant des ailes. On a entamé, pour pratiquer les allées de ce cimetière, des buttes crayeuses recouvertes d'herbes qui, en plus d'un endroit, existent encore. Certaines tombes sont ainsi au ras du chemin, d'autres au haut de petites collines, et celles-ci isolées d'ordinaire, entourées d'arbres. Partout le gothique domine, ce gothique d'occasion, sans caractère et sans poésie. La petite chapelle, droite et grêle, avec clocheton vulgaire et porte grillée, par où les dorures de l'autel, les vases de porcelaine peinte, les ex-voto s'aperçoivent. La tombe de Ruggieri, artificier du roi, est à l'entrée de la grande allée, bordée de monuments, qui conduit au cimetière annexe, relié à l'ancien par une voûte. Le cimetière juif se dresse à droite, sur la hauteur. Une statue en marbre d'Halévy y domine bourgeoisement les autres tombeaux. La statuaire moderne est fort empêchée avec nos vêtements. Toute poésie semble fuir devant le paletot sac et le ciseau le plus hardi devient rebelle à sculpter les plis ridicules du pantalon. Que je préfère pourtant ce monument élevé au maître à cette façon de tabernacle bâti tout à côté par un financier pris de dorure. Là, tout est peint rouge et bleu, les teintes plates des fresques de Pompéi sont mariées au fond d'or des tableaux byzantins. La lampe à 7 branches, éclatante, étincelante sous le soleil, rayonne devant le péristyle. Tant de luxe pour une tombe. Dort-on mieux sous les tentures de velours que sous le baldaquin de serge? 10 pas plus loin, la statuette du millet, élevant au-dessus de sa jeune tête son bras onduleux comme un coup de cygne, jette éternellement ses fleurs de marbre sur la pierre de Henri Murger. Murger, un grand nom qui semble attendri, nom de bohème battu par le vent, souffleté par la déveine, mais illuminé d'un rayon d'amour. Homme, il valut mieux que sa vie, artiste, il valut mieux que son œuvre. La sympathie de tous lui a fait crédit de ce qu'il n'a pas donné, et l'oubli n'est pas venu encore. Peut-être ne viendra-t-il jamais.
Mimi, Musette, Francine, fille d'Ève et fille du rêve, chantent encore et passent souriantes dans les mémoires. Pauvre poète que sa poésie a tué. Il a vécu du mensonge et il en est mort. Mort, là de la bohème, de l'amour frelaté, du triste pain béni de la gaieté, quand même. Un rosier fleurit sur sa tombe, et une main inconnue renouvelle presque tous les jours un petit bouquet de violettes qui sourit là, tout parfumé, sur la pierre grise. Ce cimetière Montmartre est, je le répète, comme le quartier bourgeois du Paris funéraire. Point de monument superbe, mais une façon de confortable général et de bien-être dans le repos. La fosse commune est immense d'ailleurs, là comme partout. Plusieurs fois agrandi, Montmartre a fini par escalader, pour ainsi dire, ses murailles. Il a sa lugubre succursale entre Saint-Denis et Paris, au bord du railway, et les morts peuvent s'habituer à l'appel futur de la trompette de Jéricho et patienter en écoutant les sifflets quotidiens de la locomotive. Les hôtes de Montmartre sont illustres, Greuze, Legouvé, Charles Fourier, Armand Marrast. On s'arrête devant ces noms, on rêve, et la tête est pleine de pensées lorsqu'on s'éloigne. Madame Paul de la Roche, Emilia Marin sont aussi là, sans compter de plus humbles, des morts plus ignorés, martyrs inconnus, héros oubliés, guéris de leurs souffrances, et comme relevés des postes d'honneur ou d'abnégation que la destinée leur avait confiés. Qui de nous n'a pas quelque ami parmi ceux-là, qui n'a pas fait tête nue, l'œil à terre, dans la boue jaune, le chemin de la fosse ouverte? Le trou profond attendait, on y descendait, celui qui avait été votre confident ou votre conseiller, qui comportait quelque chose de vous, laissant quelque chose de lui. Un peu de terre, un peu de sable, de l'eau jetée par gouttelettes, une prière rapidement marmottée, et c'était tout. Vous souvenez-vous comme on revient le sombre là, le cœur vide? On ne le reverra plus, on ne l'entendra plus. Il est parti. Et pendant bien des jours, dans le rapide mouvement de ce vaste Paris, dans le bruit et la poussière, on revoyait, semblable à l'oméga de tout cet alphabet de passion, d'appétit et d'espérance ou de désir, le trou muet là-bas, dans un coin du grand cimetière. Le cimetière Montmartre s'était appelé d'abord le Champ du Repos. Le cimetière de l'Est ou du Père-Lachaise se nomma aussi le cimetière de Montlouis. Ce terrain, habité aujourd'hui par les morts, appartenait jadis à l'évêque de Paris qui se vendit à un certain Regnault, lequel le céda à sa majesté Louis XIV. Le roi des dragonnades en fit cadeau à son confesseur, le Père-Lachaise, qui débaptisa le champ de l'évêque et l'appela fièrement Montlouis. Ce Père-Lachaise était courtisan. À la mort du jésuite, la villa qu'il s'était fait construire fut achetée par la maison de Bourbon-Conti. Le prince Louis de Conti y mit les ouvriers, transforma les jardins, bâtit, planta, donna des fêtes. En 1804, le parc devenait cimetière. Adieu les gais souvenirs. Le Camposanto, d'ailleurs, fut bientôt, à la mode. Misère, car il faut que vous sachiez que le sépulcre a son bon ou son mauvais ton. Les gens du Bel Air ne voulurent plus dormir que là. Le bel endroit pour être mort. Notez que le Père-Lachaise, qu'on va fermer, est demeuré depuis 60 ans le cimetière de la Fashion. Sous la Restauration, M. de Chabrol, préfet de la Seine, demanda à Lafond d'Aussonne, qui connaît Lafond d'Aussonne aujourd'hui, une inscription pour le portique du cimetière.
Je la retrouve citée dans la revue anecdotique. Ô vous, que la pitié, le devoir ou l'amour conduit en ce vaste séjour, et de la mort et du silence, oubliez un instant vos projets, vos travaux. Songez à vos plaisirs, suivis de tant de mots. Et sachez, 2 jours à l'avance, vous choisir une place entre tous ces tombeaux, creusés à si peu de distance. Piètre poésie, que remplacent aujourd'hui 2 versets latins. La grille ouverte, le cimetière commence. La foule monte, toujours nombreuse, presque gaie, tant elle est pressée. La petite colline où les cyprès, à côté des tombes, s'inclinent sous le vent avec des balancements doux. Les veuves en noir, les orphelins, des enfants en recueillement inconscient, de pauvres vieux courbés sous la douleur, coudoient les gens qui viennent là pour voir, les indifférents, les visiteurs ou les fillettes du faubourg, qui tête nue, assises sur les bancs, prennent le frais ou se reposent. Les premières tombes célèbres à gauche sont celles de Visconti, représenté endormi dans son habit d'institut, de la famille d'antan et d'Alfred de Musset. Le petit saule du poète croit, pour se pousser très timidement, « Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière, j'aime son feuillage éploré. » Un étranger a répondu à ce dernier vœu du maigre Rolla. Dans Westminster, tombeau des rois d'Angleterre, l'Angleterre a fait une part aux grands hommes, et là, côte à côte, dorment les plus grands par le génie et les plus puissants par la force, ce qu'a touché du doigt l'inspiration et ce que le hasard a fait naître sur un trône. Au Père-Lachaise, comme à Westminster, les poètes ont leur coin Poets' Corner. Casimir de la Vigne, Balzac, Nodier, Souvestre ont été couchés comme du même coup au sommet de la colline. Ils fraternisent dans la mort. Le buste solide et superbe de Balzac, par David d'Angers, regarde en riant la tourangelle, la mince et fin visage de Nodier, qui lui rend un sourire franc-comtois. L'image d'Immel Souvestre est rêveuse et sérieuse. Une muse pleure sur le mausolée de la Vigne. Le lierre couvre ses tombeaux, couronne le front de Balzac, serpente autour du livre de bronze, où l'on peut lire ce titre fulgurant, Comédie humaine. La tombe de Charles Nodier a des fleurs toujours, elle est aimée, visitée. On sent une âme vivante, un éternel et pieux amour autour de ce marbre. Tout près de là dort Bory de Saint-Vincent, sous un mausolée fait de colonnes grecques, de frises antiques, de sculptures arrachées par lui à l'oubli, tombées de quelques temples qui s'écroulent. Il a dû les contempler souvent, déchiffrer ses inscriptions, interroger ces miettes du passé. La tombe est belle, comme toutes celles que les morts se sont construites eux-mêmes. Étrange hasard! C'est là, cet endroit même où il est étendu, que Balzac un jour a placé son Rastignac, regardant Paris tortueusement couché le long des 2 rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Sans doute, comme son héros, Balzac plus d'une fois, les yeux attachés avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer, a dû, semblable à Rastignac, lancer lui aussi, sur cette ruche bourdonnante, un regard qui par avance semblait en pomper le miel. Sans doute, posté sur ce tertre, rêvant, cherchant, espérant, prêt à la lutte, il a dû s'écrier, avec l'accent des coureurs de grandes aventures, « À nous deux maintenant !» C'est là qu'il allait songer, et c'est là qu'il devait être enterré.
De cette hauteur, la vue est sinistrement belle. Les pieds dans la boue, dans cette terre brune où les vieilles couronnes maculées, molles et sales, semblent se dissoudre, les yeux sur le ciel, sur la ville immense, on regarde presque effaré. Au premier plan, la ville morte. À l'horizon, la ville qui va mourir. La pétrification, contemplant la fièvre. Des arbres de couleur foncée, au balancement fatigué, çà et là, au jour de printemps, quelques bourgeons jaunes et frais dans les feuillages sombres, à travers les verdures noires, les terres blancheurs de la pierre, un amphithéâtre de croix. Puis plus loin, là-bas, et comme perdu dans la fumée, dans une façon de brume lumineuse, des maisons, des toits, des dômes, des clochers, un entassement dans une buée. Le Panthéon, Notre-Dame, les deux aiguilles des colonnes triomphales qui racontent l'une la gloire d'un homme et l'autre la gloire d'un peuple, l'arc de l'Étoile et au dernier plan la silhouette d'un fort, le mont Valérien, sur le ciel gris. Point de bruit, aucun murmure, mais une agitation qu'on devine, un grondement dont on sent intérieurement l'écho. Que d'espoir, que de rêve, que d'effort, que de dévouement, que de trahison, que d'héroïsme et que de lâcheté dans ces tas de pierres qui pensent. On demeurerait là des heures entières, immobile comme devant la mer. Soudain, le soleil crève quelques nuages, fond sur Paris, le crible de rayons, fait jaillir mille étincelles, va chercher pour les brunir comme avec la gâte tous les ors de Paris, sertit dans une manière d'apothéose les cuivres, les sailles, flèches dorées des églises, les nervures des monuments et le génie de la colonne de juillet. Tout flamboie et s'éclaire dans une réverbération éblouissante. Le splendide panorama de Rome, vu des hauteurs du Vatican, ne vaut certes pas celui-là. On marcherait longtemps au hasard dans ce champ immense, peuplé de morts illustres, dont le nom jaillit, pour ainsi dire, du fond des allées. Giraudet, Gros, Denon, Bernardin de Saint-Pierre, Élisa Mercœur, Benjamin Constant, Cuvier, Talma, Grétry, je cite au hasard et de souvenir. Seuls ces tombeaux, souvent modestes, nous arrêtent. Que nous importent au contraire les monuments superbes, ces colonnes immenses, ces temples gigantesques. Presque toujours on passe devant ces orgueilleuses tombes, on passe en murmurant « Un si grand monument pour un si petit mort !» Il n'y a de magnétisme vraiment que dans les tombes fermées, muettes, sans nom, enveloppées de lierre et d'oubli, enfouies sous les fleurs, à jamais closes, et pourtant visibles encore. Elles cachent, on le devine, quelque secret ou quelque douleur, quelque amour mystérieux, peut-être une faute, peut-être un crime. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Qui donc est endormi sous cette pierre où l'on n'a rien écrit et que l'herbe, complice ou dépositaire du secret, envahit et va recouvrir? Peut-être des heureux ont-ils voulu finir ainsi, dérobant à l'avenir leur bonheur passé. Peut-être des souffrants ont-ils demandé que le nom auquel ils étaient rivés leur fût arraché enfin, comme on briserait une dernière chaîne. Ici, J, point de nom, demandez à la terre. Tombeau muet, tombeau discret, c'est vers vous que s'en vont les blessés de la vie, ou bien encore ces fous altérés d'une liqueur tarie qu'on nomme les poètes. Vers vous et aussi vers la fosse commune, où la douleur du moins est éloquente et serre le cœur. La fosse commune, une forêt, un fourmillement de croix noires, droites ou penchées, renversées çà et là, s'appuyant les unes sur les autres avec des inscriptions en lettres blanches, lavées par la pluie, effacées.
de l'herbe verte au bas, des couronnes en haut, jaunes ou blanches, et qu'un vent jette à terre comme des fruits trop mûrs. Là, remarquez-le bien, dans ce coin des pauvres, les couronnes sont plus nombreuses que partout ailleurs. Chaque mort en a beaucoup, beaucoup plus certes que celui qu'on a doté d'un mausolée de marbre. Le dimanche, les jours de fête, on lui emporte une, deux, on les accroche au bras de la croix. Les plus généreux pour les morts, ce sont ceux à qui ces immortels coûtent le plus cher. Les autres payent une statue ou un buste sur leurs revenus. Les pauvres gens se privent d'un morceau de bœuf pour donner un pot de fleurs à leur mort. Qu'est-ce que ces monuments soldés sur des rentes que le défunt a laissées? Les morts de la fosse commune ont coûté beaucoup aux vivants pendant la dernière maladie. Les médecins, les remèdes, c'est cher. Leurs héritages à eux, ce sont les dettes, hélas. Qu'importe, on paiera tout et les morts auront encore leur part. Point de jardinier pour surveiller ces misérables trous recouverts de terre. Si les fleurs poussent, c'est qu'on vient souvent les arroser, les renouveler. Et l'on vient de loin. On porte un pied de pensée au père en allant à l'atelier. C'est la religion du peuple de Paris, ce culte de ceux qui sont partis. Il est sceptique, il est badaud, comme disait Rabelais, mais avant tout il est respectueux pour le corbillard qui passe. Pas un fond ne se découvre à Londres devant une bière qu'on emporte. À Paris, tout le monde salue. Convoi de première classe, voiture des pauvres, qu'importe. C'est la grande égalité. Les morts des hôpitaux seuls, transportés sur des fourgons, ou les guillotinés qui s'en vont à Clamart escortés de gendarmes, les criminels et les misérables n'ont jamais de salut. Longtemps d'ailleurs, la misère marchera de pair avec le crime. On pourrait, dans ce cimetière de Père-Lachaise, tracer comme des zones historiques. Les contemporains tombent ensemble, ils ont comme un même tombeau. Les maréchaux de l'Empire, presque tous, sont enterrés à droite dans un espace resserré. Gouvion-Saint-Cyr, Macdonald, Masséna. À côté d'eux, Lefebvre, dont le monument fut élevé pour la maréchale. Elle vendit ses diamants, disant « Lorsque j'étais jeune et pauvre, je ne portais que des fleurs. Plus tard, comme je vieillissais, il m'a fallu des pierres précieuses. Aujourd'hui qu'il est mort, je n'ai plus besoin de rien. » On se moqua d'ailleurs beaucoup d'elle à la cour. Parmi ces porteurs de sabres apparaît Beaumarchais, le manieur de plumes. Une simple pierre et son nom, c'est assez. Béranger, près de là, repose dans la tombe de Manuel. Les médaillons des deux amis se regardent. Que de noms sur ce monument! Que d'inscriptions, de couronnes, de souvenirs, de louanges! Noms de gens du peuple qui n'oublient pas et n'entendent pas la casuistique de la critique, qui admirent et qui se donnent corps et âme. Allez donc leur dire à ceux-là que Béranger était un faux bonhomme. Il l'aime parce qu'il les aima. Au Père-Lachaise seul, la tombe de Madame Raspail est couverte de signatures aussi touffues. Quant au monument d'Héloïse et d'Abélard, les amoureux ex-voto en sont légendaires. On marche toujours dans la longue allée. Voyez aussi la tombe de Pezzi di Borgo, celle de l'amiral Bruat. Un nom allemand, Ludwig Bauern, celui d'un républicain sincère qui rêva, oh le poète, l'alliance de l'Allemagne et de la France dans la liberté. Pauvre Bauern! On l'exila pour avoir parlé de fraternité des peuples et de délivrance prochaine. Il l'avait bien mérité. La tombe, élevée un peu plus loin, à Garnier-Pagès, par souscription nationale, est une des plus remarquables et des plus imposantes. Le marbre a la forme de la tribune dont l'orateur franchit tant de fois les degrés d'un pas ferme.
N'est-ce pas là, le long de ce chemin, que j'ai lu cette touchante et simple inscription: Si j'y ai un beau ménage. Au bout de l'allée, à l'angle d'un carrefour, voici Pradier et toutes les charmantes créations de son ciseau sculptées sur son tombeau. Des augiers rient à côté de lui. Cadel Buteux, le Gaulois, cause avec l'Athénien de la rue de Bréda. Une colonne brisée près de là et le nom de Léon Fauché. Plus loin, en montant, enfermés dans la même enceinte, deux tombes jumelles supportées par des colonnettes de pierre. Molière et La Fontaine. Une partie du génie de la France est là. Je redescends vers le rond-point où, superbe, se dresse impérieuse encore Casimir Périer. Un nom lu en chemin, Jéricho. Oh, voici la tombeau de Monge, froid et nu comme un monument égyptien. L'œuvre d'Étex, sculptée sur la tombe de Raspail. À côté, le tombeau de Galles. Un chemin remonte à droite, dominé par le colossal monument de la famille Demidov. Là, le tombeau de Kellermann, avec deux noms rayonnants, Valmy, Marengo. Et à deux pas de là, famille d'Ost, famille Thiers. Cela est simple et bourgeois, Duchesnois, Sieyès, qui sut vivre paisiblement, disait-il, quand on savait si bien mourir. Et à côté de lui, un dédaigné Népomucène le Mercier, un vrai poète qu'on ferait bien de relire. Dans le cimetière israélite où les tas de cailloux prescrits par le rite sont placés sur les tombes juives, vous trouvez la tombe de Rachel. On la revoit tout entière. On retrouve son front bombé, ses yeux brillants, sa maigreur passionnée, en regardant ce diadème ciselé sur le fond du monument funéraire. Un diadème. Oh, ce fut en effet une reine, et son trône est resté vide. J'aurais envie d'écrire ici cet axiome mortuaire: au cimetière du Père-Lachaise on pose, et au cimetière Montparnasse on repose. Montparnasse, ah, c'est bien là cette fois qu'on peut dormir. Martin Luther n'eût pas envié les morts du Père-Lachaise, mais devant les tombes de Montparnasse, comme devant celles de Worms, il se fut écrié: In video quia quiescunt. Quelle est humble cette entrée, cette porte sur le boulevard pauvre et désert. C'est, on le devine, le cimetière des misères. Point ou peu de grands noms, mais Monseigneur tout le monde. À droite, une cloche attend, sans cesse agitée, excepté la nuit, et dont chaque tintement dit une fosse ouverte et bientôt comblée, un dénouement, un convoi, une douleur, des larmes. Le gardien, son tricorne ciré sur la tête, presque toujours enveloppé de son manteau, se promène d'un air indifférent, siffle, fredonne. Il voit passer, sans être ému, bien des robes noires, bien des yeux rouges. Que lui font ces deuils à lui? Il vit à côté de la mort. Bien plus, il vit de la mort, sans aucun tressaillement, par habitude. Tout s'use dans l'homme, tout, et surtout l'attendrissement. Le cimetière n'est pas vaste. On pourrait apercevoir dès l'entrée, au bout de l'allée bordée d'arbres et de tombes, la mur de clôture. À droite, en se dirigeant vers le cimetière des Sœurs de Charité, on lit un nom sur un monument, un nom aimé, famille Henri Martin. Les Sœurs de Charité dorment côte à côte, avec leurs croix uniformes, sous des tertres entourés de bordures de buis et de fleurettes blanches. Des noms obscurs. Une seule tombe, d'ailleurs bien modeste, élevée par les pauvres et par les riches à Sœur Rosalie, cette brave et sainte fille qui voit au peuple, aux souffrants, aux malheureux son existence entière.
Ça et là, quelques pierres avec inscription parmi ces croix de bois. Et les mortes qui sont là ont quitté la vie en quittant le monde. Ou bien longtemps après, j'entends qu'elles ont fait la route longue ou qu'elles sont tombées dès les premiers pas. Les inscriptions là-dessus sont éloquentes. Morte à 70 ans ou morte à 20 ans. Celles qui ne peuvent supporter cette existence se courbent et disparaissent. Elles se brisent. Les autres résistent et se bronzent. Elles ne vivent pas d'ailleurs, elles vieillissent. Peu ou point de mortes de 30 ans, de 40 ans. Jeunes filles ou vieilles femmes, ainsi s'en vont-elles. La mort choisit et se plaît à l'antithèse. Elle leur demande le sourire de la 20e année ou les rudes du dernier âge. Hégésippe Moreau, Rude, Grégoire, le conventionnel, Bocage, les 4 sergents de La Rochelle sont enterrés à Montparnasse, et bien d'autres avec eux, morts frappés eux aussi par le couteau de la Restauration. Carbonneau, Taileron, Pleignier. Longtemps, sur la tombe des sergents, va s'agenouiller une vieille femme dont les historiens des excentriques de Paris, la fidélité est aussi de l'excentricité, ont raconté l'existence. C'était une pauvre paysanne, poitevine, cassée en deux, aux joues creusées par l'âge, qui se traînait sur un bâton jusqu'au tombeau de Goubin et de Bory, et leur apportait des fleurs, violettes au printemps, roses l'été, chrysanthèmes l'automne, et des immortelles pendant l'hiver. Ils la connaissaient bien, les gamins du quartier, ils l'appelaient la fée. La fée du souvenir, soit. On dit que cette femme avait été la fiancée de l'un de ces jeunes gens, et qu'elle avait passé sa vie l'aimant et le pleurant toujours. D'autres ont prétendu qu'elle était folle. Et qui sait, par le temps qui court, l'attachement à quelque chose de noble et de sacré est peut-être bien une folie. Dornès aussi repose là. Dornès. Cherchez ce nom dans une biographie, vous ne l'y trouverez pas. Qu'est-ce cela, Dornès? Un représentant mort pour son idée. Les biographes ont bien d'autres gens d'affaires entrés dans leurs colonnes. Pauvres fustigés de la vie, qui êtes aussi les oubliés de l'histoire. Qui donc aura la gloire un jour d'être votre historien, j'allais dire, me le pardonnez-vous, votre défenseur? Orfila, lui, possède une tombe superbe et qui d'emblée frappe la vue. On ne l'évite pas. Le monument de Drolling, élevé, je crois, par ses élèves, est plus modeste. Une pierre et un nom, voilà l'éloquence tumulaire. Mais qui s'est avisé de représenter, gravé sur je ne sais quelle hutte d'Océaniens, en forme de pain de sucre, peinturluré de rouge et de jaune, doré, bronzé, Dumont d'Urville montant au ciel à travers les flammes avec sa femme et son enfant. Les 3 personnages sont nus, absolument nus, l'amiral et madame Dumont d'Urville. Cette vue, je ne sais pourquoi, choque singulièrement. L'artiste a voulu rappeler l'épouvantable catastrophe où périt sur le railway de Paris à Versailles, comme un nageur qui se noierait dans un ruisseau, l'intrépide marin qui venait de faire et de refaire le tour du monde. Il fallait alors toucher à ce malheureux autrement. Quelle belle chose que le goût! N'avez-vous souhaité jamais, pour l'éternel repos, pour le dernier sommeil, un coin désert, calme, ignoré, quelque tertre plein d'herbe à l'angle d'un cimetière de village, des fleurs, de l'ombre, un arbre où nichent les oiseaux? Il semble que dans ces endroits enviés, la mort soit plus douce et plus complète, la tombe plus fermée, l'anéantissement plus profond. Aux heures enfiévrées, troublées par ses désirs, dévorées par ses ambitions, le cœur parfois débordant d'amertume, la pensée vide ou pleine, hélas,
d'espérances déçues. Lassé de tout, tourmenté par toute chose, l'homme mélancoliquement laisse pencher son front vers la terre, regarde fixement l'avenir comme arrêté devant un puits insondable, et cherche alors en quel endroit il pourrait bien, comme un avare qui chercherait son trésor, enfouir ses rêves brisés, ses souvenirs rayonnants ou brumeux, tout ce qu'il porte en lui de méconnu ou d'ignoré, et il se dit alors, ambitieux de sa tombe comme il le fut de sa vie, rêvant jusqu'à la fin, le bel endroit pour mourir, le bel endroit pour un tombeau. Si le duc de Gramont-Caderousse, celui que le Jockey Club appelait notre cher duc, celui dont on disait, quand il montait sur le boulevard ses favoris rouges, son maigre profil et le camélia de sa boutonnière, voici là la Régence qui passe. Si cette télébrité de steeple-chase et de ville d'eau, ce dogement du plaisir, cet éternel agité, a rêvé dans ces nuits chaudes, au milieu d'un souper, au lendemain d'une folie, le calme et le repos et l'ombre, il n'a pas certes pu les demander plus complets qu'il ne les a trouvés dans une des allées de ce cimetière Montparnasse. L'allée est étroite, silencieuse, enveloppée comme d'oubli. L'herbe semble un tapis, le sable est discret sous les pas. Les cyprès forment un rideau et comme un voile au-dessus des têtes. Un rayon du soleil filtre parfois dans la verdure sombre. Quelques passereaux battent des ailes à travers les branches. Pour tout horizon, des tombeaux. Pour tout visiteur, des affligés qui semblent glisser comme des ombres. On oserait parler, on passe. C'est la paix profonde, la paix suprême. Et le rêveur et le viveur est couché là, bruyantes amantes, illustres aventures, duels fameux, folies belles ou laides. Tout finit là, voilà notre épilogue. Pauvre Yorick titré, toujours prêt, jamais là, le dernier de sa race, mort en emportant sa couronne ducale depuis longtemps échangée contre une couronne de festin. Hélas, quelle antithèse, pour Yorick! La tranchée commune à Montparnasse est immense, les croix sont nombreuses. Une armée, un monde. Je songe que là-bas, au Père-Lachaise, dans cette glaise, parmi ces innommés, à côté de ces forçats de la misère, on a enterré Lamennais. Cette sépulture en valait une autre. Le révolté d'ailleurs avait assez largement marqué sa place dans le monde des vivants, pour qu'il lui fût permis de demander au monde des morts un coin où dormir, côte à côte, avec ceux qu'il avait aimés, qu'il avait défendus, et pour lesquels peut-être il était tombé. Il dort avec les pauvres, celui qui a protesté en leur nom par ce cri d'âme-mère poignant, inoublié. Silence aux pauvres! Ici, à Montparnasse, dans la fosse commune, on a mis l'abbé Châtel, un excentrique, un fou, un brave homme. J'ai vu son buste de plâtre, fiché sur un piquet parmi tous ces morts, tournoyer, soupirer au vent d'hiver et pousser comme une amère plainte. Paris a d'autres cimetières encore, où, pour mieux dire, le Paris funéraire ne finit pas. Du pont d'Iéna, sous le vélum même de l'exposition au fond du Trocadéro, n'apercevait-on pas le rideau mûr des cyprès de Passy? Proudhon est couché sous ces arbres. Clamart a son cimetière près de l'amphithéâtre où l'on dissèque. On y porta Gilbert et Mirabeau. Un jour, faites-vous ouvrir la porte du cimetière de Picpus, aujourd'hui fermée. C'est là, dans ce coin ignoré de Paris, que repose Lafayette, et avec lui tous ceux qui moururent sur l'échafaud, barrière du trône. En ce temps-là, la barrière renversée, on y retrouverait peut-être les ossements d'André Chénier.
Quant aux autres morts illustres dont le sang a coulé sur la place de la Révolution, quant à Danton, à Desmoulins et à tant d'autres, demandez aux catacombes. Lugubres excursions, ces promenades au champ des morts. On en rapporte toujours pourtant comme un sentiment plus puissant et plus assuré de la liberté et de la dignité humaine. On a conservé, pour ainsi dire, avec ces aïeux qui nous ont nourris de leurs pensées, qui nous ont fait plus robustes et meilleurs. Cette course dans la boue pétrie de détritus de cadavres vaut la lecture d'un livre de vie. On passe dédaigneux devant les tombes vaines, on s'arrête attendri ou écrasé devant les noms aimés, les grands noms. Il sort de ces tombeaux des conseils. Ces cadavres parlent, agissent encore. Ces poussières vous pénètrent comme si leurs atomes dégageaient encore du courage et de la foi. Tel dit dévouement, tel dit sacrifice à notre devoir. Et l'on comprend alors ces anciens qui faisaient de la voie des tombeaux leur lieu de promenade, l'endroit où les enfants jouaient au-dessous de l'urne cinéraire de leurs parents. On comprend tout ce qu'il y a en vérité de saint pour l'âme dans la fréquentation des tombes. La parole du passé est là. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon survit. Voilà l'immortalité véritable, celle de l'exemple. Hamlet écrasé sous sa tâche, hésitant devant son